Merci de suivre les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans votre émission Actu en 7. Pour cette semaine, nous recevons Mme Ngom. Il est rédacteur en chef du journal La Tribune. Bonjour, Mme Ngom. Bonjour, Thomas. Nous recevons également Sambou Biagui, journaliste à LCS et également à Dernière Minute. Bonjour Sambou. Bonjour. Pour dire le moins, bien sûr. Merci. Alors, nous rentrons dans cette Actu en 7 en nous intéressant à l'un des faits saillants de l'actualité de la semaine écoulée. C'est cette conférence de presse du procureur Serigne Bassirou Gueye et la réaction des avocats de la dame Aïda Ndiong qui n'a pas tardé. Nous allons écouter successivement, d'une part, le procureur Serigne Bassirou Gueye, juste après, l'un des membres du pool d'avocats d'Aïda Ndiong, Souleymane Ndéné Ndiaye. Nous écoutons tout cela et nous revenons juste après. Magnéto. À la date du 16 janvier, donc hier, un montant de 8 milliards a été trouvé dans une institution de la banque, une institution financière de la banque. Des bijoux d'une valeur estimative de 12 milliards ont été aussi retrouvés. 250 000 euros ont été retrouvés dans une enveloppe, dans un coffre du appartement. 20 000 $ aussi, et des bijoux d'une valeur de 600 millions. En résumé, l'estimation provisoire des biens retrouvés se chiffre à 47 milliards 675 millions. Monsieur le procureur, le 14 janvier, en divulguant des éléments contenus dans un dossier à l'information, viole les propres textes qui régissent sa profession. Madame Aïda Ndiong a décidé de porter plainte contre M. Serigne Bassirou Gueye, qui a violé à la fois les textes qui organisent sa profession, mais aussi les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et du Code pénal. Le procureur de la République a estimé à plus de 47 milliards les avoirs de Aïda Ndiong. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye et compagnie portent en touche ses propos qualifiés de faux. Il regrette également la volonté de Serigne Bassirou Gueye de livrer Aïda Ndiong à la vindicte populaire. Comme ça, simplement, le procureur a-t-il trop parlé? Permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et dire bonjour à tous les téléspectateurs de Walf TV. Pour répondre à votre question, je pense sincèrement que d'abord c'est un dossier devant la justice. Je n'aimerais pas trop me prononcer là-dessus, mais ce qui est constant, c'est que je suis partiellement d'accord avec Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre du Sénégal, qui dit que le procureur est allé trop loin dans ce dossier. Étant donné que c'est un dossier en instruction, je pense, à mon humble avis, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je pense que la justice aurait dû aller jusqu'au bout de cette affaire et laisser l'instruction se poursuivre jusqu'à avoir justement certains, en tout cas la preuve de ces allégations. Mais moi, ce qui m'intrigue dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression que le procureur lui-même n'a pas préparé sa sortie. Ou alors la sortie a été faite d'une manière très rapide, ou en tout cas, entre guillemets, grillée du PDS. Parce que au cours de sa conférence de presse, il a dit ce matin des dossiers, ça veut dire que la conférence de presse c'était prévu à 10 h. Quand il dit ce matin, ça veut dire qu'il y a des dossiers qui ont été retrouvés le même jour. Est-ce qu'il a eu le temps de tout vérifier avant de venir à la conférence de presse? Ça me paraît un peu bizarre. Hein? Autre chose également, je pense que le procureur peut-être devrait attendre un tout petit peu jusqu'à avoir tous les éléments nécessaires dans cette affaire et maintenant faire face à la presse. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas pourquoi cette conférence de presse. Qu'est-ce qu'on vise? Est-ce que c'est pour éclairer les Sénégalais sur ce qu'ils ont retrouvé qui paraît
colossal, ou alors il a été téléguidé par le pouvoir actuel pour justement évoquer une affaire qui est pendante devant la justice. Donc voilà, moi, des questions que je me pose sur cette affaire. Bon, merci Thomas. Bon, je remercie les téléspectateurs. Bon, je pense que, comme l'a dit Sambou, moi je dis que le procureur comme les avocats sont dans leurs éléments. Parce que le procureur, dans tous les pays du monde, on voit des procureurs faire des conférences de presse. Bon, récemment, avec l'affaire Cheikh Béthio Thioune, l'affaire Médinatoul Salom, on a vu que le procureur de Thiès a organisé une conférence de presse. Peut-être c'est bon quand le procureur, c'est le parquet, quand le procureur organise une conférence de presse, il a certainement l'aval du ministère public. Ça, c'est évident, c'est une évidence. Bon, le procureur a le droit, je pense, de faire une conférence de presse et de donner des éléments. Parce que le procureur, c'est quelqu'un qui charge. Son rôle, est de charger. Bon, ça c'est son rôle. Mais peut-être il est parti trop loin dans ce dossier, comme l'ont dit aussi les avocats. Parce que je pense que ce n'était pas la peine d'insister sur certaines choses. Est-ce qu'il y a un problème de casting? Parce que certains membres du PDS, assez souvent quand ils attaquent le parti au pouvoir, l'APR, ils disent qu'il y a une erreur de casting dès le départ. Alors, quand on suit justement les sorties des uns et des autres, est-ce qu'il y a réellement un problème de casting ou c'est délibéré? C'est-à-dire chacun veut, si l'on peut dire, essayer de plaire au 4e président de la République et donc fait des sorties pour s'illustrer. Ou au 5e président de la République. Ou au futur 5e président de la République. Parce qu'on a l'impression, je ne réponds pas à sa place, il va répondre, mais on a l'impression qu'il y a déjà des gens qui travaillent pour la succession de Macky Sall. C'est ça que je comprends moi. Parce que, à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Macky Sall, le président, n'a pas besoin de ça. Il a besoin parce que les Sénégalais l'ont élu véritablement pour régler le problème des Sénégalais qui sont fatigués. Il ne peut pas être sur ce champ-là et que de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe d'une manière extraordinaire. Et je pense qu'il n'en a pas besoin. Et ça a l'occasion pour moi de dire, par exemple, à quoi joue sa communication. Est-ce qu'il y a deux communicants dans cet État? Des communicants du président et des communicants des proches du président de la République. Donc c'est à revoir. On a l'impression que des gens travaillent déjà pour la succession de Macky Sall et des gens qui sont dans le pouvoir. Qui leur a donné des responsabilités au niveau du parti, et quand il s'agissait de gérer le pays, il leur avait donné des responsabilités. Donc ça, ce sont des gros calibres. Donc Idrissa Seck, lui, il n'a qu'à s'apprendre à lui-même s'il n'arrive pas à jouer pleinement son rôle de leader de l'opposition, il peut le faire. Alors, nous allons passer dans la troisième partie, si l'on peut dire, de ce débat, en contemplant un tout petit peu un panorama de la semaine sur le front social. Et nous allons d'ailleurs un tout petit peu sortir de cette émission sur la petite note désagréable sportive, mais bon, on en parlera bien après. Nous suivons pour l'instant ce balletto relatif notamment à l'appel à la marche jusqu'aux grilles du palais présidentiel le 29 janvier, appel lancé par les membres du QCEMS. Nous entendrons également les précisions du ministre de la fonction publique Mansour Sy. Nous suivrons également la colère des étudiants qui continuent de demeurer sur le qui-vive malgré l'annonce de la signature d'un protocole d'accord validant la réforme universitaire. Magnéto. Le mercredi 22 janvier 2014, le QCEMS observe une grève totale. Mais également, le QCEMS va déposer une plainte. Le QCEMS va également déposer une demande d'autorisation parce que nous comptons organiser une marche qui partira de la direction générale de la Poste devant la présidence de la République. Un combat pour faire face aux préjudices subis avec l'audit de la fonction publique et le non-respect des accords signés par le gouvernement. Tous les agents de l'État audités par la commission d'audit physique et biométrique et qui sont en règle ont perçu leur salaire. Assurance du ministre de la fonction publique, Mansour Sy. Des ressources humaines. Vous savez que l'audit n'a pas pour objectif de débusquer des agents physiques. L'audit a pour objectif
d'avoir un nouvel outil de gestion moderne. Il n'existe pas un seul agent de l'État qui ait fourni ses justificatifs et qui n'ait pas reçu son salaire. Demandez-leur s'ils ont un cas qu'ils le donnent. Ce que j'ai entendu, c'est peut-être des salaires de contractuels. Et les cas de contractuels ne sont pas gérés par le ministère de la fonction publique, c'est des cas qui sont gérés par les ministères utilisateurs, soit la santé ou bien le ministère de l'Éducation nationale. Vous savez, le panier jaune, c'est d'abord les agents qu'on n'a jamais vus. Ils font un peu plus de 9000 agents qui ne se sont présentés à aucune étape du processus. On ne dit pas que ce sont des agents fictifs, mais ce sont des agents qui sont introuvables. On ne les a pas trouvés. Donc il fallait inventer un mécanisme pour qu'ils viennent, un mécanisme qui respecte les dispositions réglementaires en vigueur. Ça veut dire que leur salaire est régulièrement payé. Vous savez que c'est le Trésor public qui paye tous les salaires des agents de l'État. Donc leur salaire se situe au niveau du Trésor public. Et on voulait quand même les obliger à venir. Au fait, je m'appelle Josué Sifas Luanga, je suis président des étudiants centrafricains au Sénégal. Je voudrais lancer un appel, c'est un cri d'alarme que je voudrais lancer à l'endroit des autorités du Sénégal concernant la situation que traversent les étudiants centrafricains au Sénégal. Comme vous le savez, depuis le déclenchement de la crise qui secoue actuellement la République centrafricaine, les étudiants centrafricains et résidents au Sénégal traversent une situation désespérée, une situation assez délicate. Vous savez, l'essentiel des ressources qui permettent aux étudiants centrafricains de vivre au Sénégal proviennent de la République centrafricaine. Or, aujourd'hui, les salaires ne sont plus réguliers, l'administration en Centrafrique ne fonctionne pas comme on peut le dire. Donc, du coup, cela joue évidemment sur les étudiants centrafricains au Sénégal. Bon, nous n'avons pas entendu les étudiants de l'UCAD, mais effectivement, ils ont continué tout au long de la semaine de contester la réforme universitaire. Il y a également eu ce que l'on peut appeler la mésaventure d'Alger au championnat d'Afrique de handball. Alors, s'il y avait une nouvelle qui vous est restée à l'esprit en particulier, ce serait laquelle, Mamgor? Moi, je parlerai de l'audit biométrique de la fonction publique. Je pense que ça, c'est scandaleux. Parce qu'on ne peut pas dire, se lever un beau jour et couper des salaires. Ça, déjà, ce n'est pas du tout bien. On sait que tout le monde est d'accord sur le principe que ceux qui perçoivent des salaires de manière indue ne doivent pas le faire. Ça, c'est un principe. Mais un État aussi, s'il prend des mesures, s'il prend des initiatives, il doit les accompagner de mesures sérieuses pour éviter certains dégâts collatéraux. Imaginez des gens qui sont venus de très loin. Je pense à ce médecin, ce chirurgien, on m'a dit, qui est venu de Sédhiou pour venir régler son salaire coupé ici à Dakar. Et puis il va laisser ses patients là-bas. Peut-être c'est le seul chirurgien de la région. En général, dans la région, c'est le cas d'ailleurs. En général, c'est comme ça. Mais un État ne doit pas agir comme ça. On doit se préparer. Mais l'ADI, l'Agence de l'informatique de l'État, il y a des personnes, il y a des agents de renommée qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont sortis des écoles les plus prestigieuses, qui sont sortis des écoles les plus prestigieuses du Sénégal et d'Europe. Donc, il doit faire un audit sans tous ces dégâts collatéraux. Il faudrait expliquer aux gens que la réforme, ce n'est pas tout simplement l'augmentation des frais d'inscription que je condamne moi personnellement. Je pense que quelqu'un qui quitte Tambacounda là-bas, il vient à l'université, il n'a pas où être et vous lui demandez d'augmenter ses frais d'inscription alors qu'il vient de la brousse, il n'y a pas eu de campagne arachidière, vous lui demandez de payer très cher, quand même, je pense que ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord vraiment pour l'augmentation des bourses, mais il fallait mieux communiquer dessus. Il fallait mieux communiquer. Je pense que nous sommes allés trop vite en besogne, il n'y a pas eu de concertation. Le problème, c'est la concertation au Sénégal. Vous appelez des universitaires à réfléchir sur une question. Oui, c'est bon, il faut tout le monde. Il faut associer la base. Il y a certains qui sont détachés des réalités du pays.
qu'on est allé prendre ailleurs. Vous faites allusion au professeur Souleymane Bachir Diagne? Oui, si vous voulez. Vous lui demandez de réfléchir sur la réforme scolaire au Sénégal. Il ne connaît pas les réalités du Sénégal. Il ne connaît pas qu'il y a quelqu'un qui se trouve d'abord dans la brousse et qui, pour avoir 5 000 francs ses parents, est obligé de vendre une chèvre, est obligé de vendre un mouton. Il ne croit qu'à l'arachide après la vente. Il ne croit qu'à la récolte. Et vous lui demandez de payer 25 000, vous lui demandez de payer 50 000. Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Rapidement, la deuxième c'est le handball et c'est très normal puisque je suis du handball. C'est d'abord féliciter, c'est normal, la place occupée pour les Lions. 8e, non, 6e. Ils sont 6e. La dernière CAN, ils étaient 5e. Ils sont aujourd'hui retombés à la 6e position, c'est-à-dire un rang de perdu. Mais les filles ont gagné des places extraordinaires parce que de la 8e place, elles sont aujourd'hui à la 5e place. Donc je pense que... on a assez de terrain d'handball. On a assez de terrain d'handball. Oui, je pense que c'est ça revient à la politique sportive. Je pense que l'État doit avoir une politique sportive. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le problème au Sénégal, c'est qu'on n'a pas assez d'arène, quoi. Oui, voilà, on n'a pas assez d'arène. Mais le problème, c'est vous pensez dans un pays où on ne peut pas s'occuper d'une athlète, d'un Mam Diodio qui est parti défendre les couleurs du Sénégal. On ne peut pas s'occuper d'elle. Vous pensez que ce pays-là veut le sport? Non. Pour aider une athlète qui est allée défendre les couleurs du Sénégal au championnat d'Afrique, pour lui remettre un petit 3 millions, vous êtes obligé de faire une conférence de presse. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Nous ne sommes pas dans un pays qui veut développer le sport. 3 millions, ce n'est rien du tout dans un pays, dans un État qui veut aider un soldat qui est allé défendre ses couleurs. Remettez ces 3 millions d'une manière sobre, mais pas en conférence de presse pour remettre 3 millions. Je suis désolé, mais je pense que, voilà... on en a trop fait. On en a trop fait. Je pense qu'il faut arrêter. Le Sénégal a des ressources humaines pour défendre vaillamment le sport sénégalais et on est capable de le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas la manière parce qu'on n'a pas une politique sportive cohérente. C'est la comédie sénégalaise. C'est la comédie sénégalaise, voilà. Bon, ce sera donc le mot de la fin, c'est la comédie sénégalaise. En tout cas, merci à vous, Sambou Biagui. Vous avez plusieurs casquettes, journaliste, directeur de la chaîne sénégalaise, directeur de publication de dernièreminute.com. .sn. Voilà, dernièreminute.sn. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Mam Gor Ngom. Vous êtes rédacteur en chef du journal La Tribune, du groupe des médias. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous suivez... Je dis merci aussi à Mam Gor. Voilà. Vous suivez Actu en 7 sur Walfadjri. Merci à vous de nous avoir suivis. Agréable semaine à toutes et à tous.